Bonjour, je me prénomme Nicolas Fouquet. Je suis l'un des plus grands personnages de l'histoire de France. Et aujourd'hui, le 12 octobre 1671, cela va faire plus de 10 ans que je suis enfermé dans cette cellule, dans la forteresse de Pignerol, à cause du roi Louis XIV. Pour que personne m'oublie, je vais aujourd'hui vous conter mon histoire. Je suis Nicolas Fouquet. Je suis né le 27 janvier 1615 à Paris et mort le 23 mars 1680 à Pignerol. Je suis homme d'État français. Je fus procureur général du Parlement de Paris et surintendant des finances en 1653. Je suis issu d'une famille influente d'originaire angevine qui fit fortune dans le commerce du drap. Je suis le second-fils de François IV Fouquet et de Marie de Maupoux. Ma famille est une famille catholique prenant part au mouvement de la contre-réforme. J'ai commencé mes études chez les jésuites au collège Clermont à Paris. Puis je suis devenu trésorier à l'abbaye Saint-Martin de Tours. Et enfin, je me suis orienté vers une licence de droit à la Sorbonne que j'ai obtenue à l'âge de 16 ans en 1631. À 19 ans, j'obtiens une charge de conseiller au Parlement de Metz, nouvellement créé par Richelieu, et bénéficie d'une dispense d'âge pour l'occuper. Je suis alors chargé par le cardinal d'inventorier les papiers du trésor de la chancellerie de Vic où sont conservés tous les titres de la principauté épiscopale de Metz et de l'abbaye de Gorze afin de vérifier si le duc Charles IV de Lorraine n'empiète pas sur les droits du roi de France. En 1636, mon père m'achète une charge de maître des requêtes de l'hôtel du roi et m'associe à ses affaires et lui cède une part dans la Compagnie des îles d'Amérique dont il est le directeur pour le compte de Richelieu qui en est un des principaux actionnaires. De 1642 à 1650, je suis successivement intendant de Dauphiné, puis intendant de la Généralité de Paris. Je devins alors intendant de l'armée des Flandres, puis de l'armée qui assiège Paris en 1649 et de celle que Mazarin envoie en Normandie, en Berry, en Guyenne et en Bourgogne. Je suis surintendant des finances avec Albert Servien en 1653 à la décision de Mazarin. En 1659, Servien meurt et je reste le seul surintendant. En 1640, j'épouse Louise Fourché. Elle meurt à 21 ans, 6 mois après avoir donné naissance à notre fille Marie. En 1651, je contracte un second mariage avec Marie-Madeleine de Castille, alors âgée de 15 ans. À mon époque, je suis un homme d'une richesse inestimable. Entre 1651 et 1661, je bâtis une fortune colossale, qui fait de moi, après la mort de Mazarin, l'homme le plus riche de France. Pour vous donner quelques chiffres, en 1653, mes actifs ont atteint 2 millions de livres. 2 millions. Et mon revenu annuel de surintendant est de 150 000 livres. 150 000. Ma fortune m'a permis ensuite l'acquisition de plusieurs propriétés. Étant jeune homme, je résidais dans ma maison familiale de la rue de Joux, à Paris, dans le 4e arrondissement. Puis j'ai déménagé près de la rue de Matignon, avant d'aller dans l'hôtel de Castille, grâce à ma seconde épouse. De fil en aiguille, j'ai pu acquérir de nombreuses demeures, notamment l'hôtel de Narbonne, celui des mairies, jouxtant celui de Mazarin. J'ai ensuite acheté une grande propriété à Saint-Mandé, que j'ai fait rebâtir et embellir. J'ai là-bas une grande collection de livres. Allez, vous voulez un chiffre? Bon, 27 000 volumes. 27 000 livres, ce qui est énorme. C'est surpassé seulement par celle de Mazarin qui est de 50 000. Bref, mon goût de jardin s'est développé durant l'acquisition de toutes ces demeures. J'ai appris à réaménager, décorer. J'ai pris le goût pour les statues, les serres, les orangeries, etc. En plus, en 1658, comme si ma fortune n'était pas déjà assez immense, j'achète la forteresse de Belle-Île-en-Mer. Bon, Belle-Île-en-Mer, pour vous dire, ça se trouve au sud de la Bretagne. Et j'ai acheté cette forteresse pour le prix de 1 400 000 livres à Paul de Gougy, le cardinal de Reste. Contre toute attente, je n'ai pas souvent mis les pieds à Belle-Île, en raison des travaux de fortification que j'avais lancés là-bas. Ces travaux ont été lancés dans le but de transformer mon palais en port de commerce, ce qui a très très bien marché. Finalement, le 1er février 1641, je me procure la terre de Vaux et la moitié de la vicomté de Melun, se situant en Seine-et-Marne. Je me suis servi de ces terres pour bâtir mon magnifique château de Vaux-le-Vicomte en 1653. Le coût total du château s'élève à plus de 4 millions de livres. Devant toute la splendeur de mes richesses, Sa Majesté Louis XVI a fait preuve de jalousie et de fureur. Je lui ai alors proposé de lui offrir Vaux, mais apparemment ma bonté a accentué son irritation. Fouquet demanda donc audience au roi, qui le reçut au Louvre. Il lui fit d'abord des excuses sur les pratiques faites dans la gestion des affaires,
en l'assurant qu'à l'avenir, il n'agirait qu'en accord avec lui. Le roi le rassure. Dès lors, il lui charge de missions secrètes dans les affaires étrangères. Mais Colbert veille au grain et pointe du doigt des chiffres et des remises scandaleuses faites par Fouquet. Louis XIV se sent alors trompé, n'accepte pas et décide le 4 mai 1661 de renvoyer Fouquet après les moissons, c'est-à-dire après la dernière récolte des impôts. Mi-juin 1661, Louis XIV décide donc que Fouquet sera arrêté à Nantes lors des États de Bretagne en septembre, puis jugé. Malgré son réseau d'espions et d'espionnes, Fouquet est confiant, il ne voit rien venir. Pendant ce temps, le roi et Colbert peaufinent l'arrestation, mais il faut convaincre Anne d'Autriche, qui reçoit des fonds de la part de Fouquet pour le Val-de-Grâce. Colbert envoie donc Madame de Chevreuse, la grande conspiratrice du grand siècle. Fouquet est tenu au courant de ces intrigues, mais n'y croit pas. Il fait une première erreur en essayant de s'allier Madame de la Vallière. Il lui offre 20 000 pistoles. Malheureusement, elle le dénonce auprès de son amant. Fouquet, croyant bien faire, avoue au roi que sa mère lui a demandé un prêt. Le 17 août 1661, il invite donc le roi à une fête à Vaux-le-Vicomte. La fête fut si somptueuse que le monarque s'en trouva contrarié et donna l'ordre de l'arrêter 3 semaines plus tard pour détournement de fonds. Louis XIV convoque D'Artagnan, malheureusement fiévreux pour l'arrestation. Le roi reporte donc l'opération prévue le 2 septembre au 4 septembre. Dans la nuit du 4, le mousquetaire appelle sa compagnie au motif de préparer une chasse pour le roi. Le 5 septembre, à la fin du conseil des ministres vers 11h, le roi retient Fouquet pour un petit instant afin de vérifier si tout est prêt dans la cour, puis laisse partir le surintendant, qui monte dans sa chaise à porteur et s'en va. D'Artagnan n'est pas parvenu de suite, attendant la confirmation de l'hôtelier qui était occupé. Lorsque ces derniers lui donnent enfin l'ordre tant attendu, D'Artagnan, accompagné de 15 hommes, part à la suite de Fouquet qu'il retrouve place Saint-Pierre. Fouquet est stupéfait, et n'aura que ces mots. « Je ne m'attendais nullement à cela, je croyais être dans l'esprit du roi, mieux que personne dans ce royaume. » Fouquet est donc conduit à Angers. Procès et emprisonnement de Nicolas Fouquet. À la suite de son arrestation par le célèbre mousquetaire D'Artagnan le 5 septembre 1661, Nicolas Fouquet est interrogé en vue de son procès. Plusieurs faits sont imputés à l'accusé. Le premier chef d'accusation sont les malversations dans l'administration des finances dont il était le responsable et le détournement de fonds publics pour son usage personnel. Il est accusé, entre autres, d'appropriation frauduleuse d'énormes sommes d'argent, d'avoir reçu et perçu des pensions et des rentes illégalement, d'avoir utilisé l'argent du trésor royal à son effet personnel et d'avoir prêté de son argent personnel au roi en qualité d'ordonnateur afin d'en tirer bénéfice, ce qui était strictement interdit. Le deuxième chef d'accusation du procès fut le crime de lèse-majesté. Entre autres, il fut accusé de corruption de gouverneur de place forte ainsi que d'officiers royaux, de fortification de Belle-Île-en-Mer qu'il avait acquise et fortifiée sans l'accord du roi, ainsi que de conflit d'intérêts avec des membres éminents de la cour, notamment la célèbre affaire de la cassette de Saint-Mandé, qui fit grand scandale à l'époque. À la suite de ces accusations, Fouquet encourait donc la mort comme peine maximale. L'instruction du procès du surintendant des finances Fouquet s'ouvrit le 3 mars 1662 et de nombreuses irrégularités apparurent. Plusieurs pièces, à conviction, en faveur, semble-t-il, de l'accusé, disparurent et d'autres, dont personne n'avait vraiment connaissance et semblant prouver la culpabilité de Fouquet, apparurent. Fouquet, pourtant haï de tous pour son enrichissement personnel alors que les crises économiques et les famines faisaient rage à l'époque, obtint un regain d'opinion juste avant son procès et devint si populaire auprès de la population que les juges hésitèrent à frapper l'accusé de la peine maximale. Sa défense méticuleuse aidant, il mit en grande difficulté l'accusation tout au long du procès. Les juges furent pris entre la pression populaire en faveur de Fouquet et la pression royale en sa défaveur. Cette pression étant notamment orchestrée par le pire ennemi de l'accusé, Jean-Baptiste de Colbert, son successeur au poste de surintendant des finances royales, et acteur principal de sa chute. Celui-ci prit part à l'instruction, sans aucune raison étant donné qu'il n'était pas magistrat. Sa participation contribua vraisemblablement
a orienté l'instruction vers la condamnation, qui était de toute évidence dans l'intérêt de Colbert. Une grande partie de la cour de Louis XIV se prononça secrètement pour Fouquet, même si la plupart d'entre eux croyaient Fouquet coupable, étant donné le nombre d'éléments en sa défaveur. La façon dont Fouquet fut discrédité et traité, alors même qu'il était un membre éminent de la cour, respecté de tous pour ses contributions au bien public, ne plut pas du tout à la cour et y instaura une atmosphère de tension. La condamnation fut prononcée le 21 décembre 1664, après presque 3 ans de délibération, d'audience et de débat. À l'issue de presque 3 années que dura le procès, Fouquet fut reconnu coupable des chefs d'accusation lui étant imputés, et, au lieu d'écoper de la peine de mort, fut condamné à l'exil hors du royaume de France, ainsi que la confiscation de tous ses biens. Mais le roi Louis XIV n'estima pas la peine suffisante, et le condamna à commuer une peine de prison à perpétuité dans la prison de Pignerol, dans les Alpes piémontaises. Cette prison fut célèbre pour avoir hébergé au même moment que Fouquet le mythique masque de fer, dont l'identité ne fut jamais révélée à quiconque. Fouquet mourut à Pignerol le 23 mars 1860, des suites semble-t-il d'une crise d'apoplexie, que personne ne fut jamais en mesure de vraiment confirmer. Sa mort est entourée de mystères et de nombreuses spéculations d'empoisonnement sur ordre du marquis de Louvois ou de Louis XIV furent formulées au fil des années sans réel fondement. Une des théories les plus relayées, mais vraisemblablement fausse, fut que Fouquet et le masque de fer étaient en réalité une seule et même personne, mais cela semble peu probable étant donné que Fouquet recevait régulièrement des visites de sa famille au sein de la forteresse, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait été le masque de fer.